Les attaques se multiplient au Mali. 2 soldats ont été tués dans le centre du pays. Ils ont été pris au piège par un engin explosif. Plus d'une dizaine de militaires ont péri depuis le mois de novembre. Opération main propre au Gabon, le directeur de cabinet du président Ali Bongo a fait l'objet d'une interpellation. Brice Lacruche Alianga avait perdu son poste il y a quelques jours, puis écarté du pouvoir. Et puis la fin des violences basées sur le genre, une préoccupation de l'USAID. L'agence américaine accompagne les initiatives des ONG au Bénin. C'est le cas du Centre intégré de prise en charge des victimes des violences basées sur le genre. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. Nathalie Nyambe, déclarée persona non grata en Côte d'Ivoire. La militante camerounaise du parti d'opposition ivoirien l'idée a été expulsée de la Côte d'Ivoire. Cette expulsion intervient quelques semaines après son intervention contre la France-Afrique à Sochi lors du sommet Russie-Afrique. Il lui est reproché une activité incompatible avec l'intérêt national. Nathalie Nyambe a été donc embarquée pour Zurich dans un avion puisqu'elle a aussi la nationalité suisse. D'après Mamadou Koulibaly, chef de file du parti l'idée, dont elle est membre, on lui reproche d'être une étrangère qui fait de la politique en Côte d'Ivoire, un peu trop critique envers les autorités, ce qui serait donc un trouble à l'ordre public. Au Mali, à présent, 2 soldats ont été tués, c'était donc en début de semaine, et 7 autres blessés par un engin explosif improvisé dans le centre du pays, en guerre, non loin de la frontière du Burkina Faso, a annoncé l'armée du pays dans la nuit depuis donc novembre. Au moins plus d'une dizaine de personnes ont été tuées dans diverses attaques. L'explosion s'est produite en milieu de journée à Diougani, dans la région de Mopti, a indiqué l'armée sur les réseaux sociaux, sans donner davantage de précision. Le Mali, et en particulier les confins du Burkina Faso et du Niger, sont en proie à une dégradation sécuritaire et une propagation du djihadisme qui alarme la communauté internationale, malgré la présence de forces françaises, onusiennes et africaines. Le conflit au Sahel a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. En dehors des attaques contre les forces armées ou les populations civiles, la pose de mines artisanales le long des principaux axes de communication par les djihadistes provoque des dizaines d'explosions chaque année. Depuis novembre 2019, au moins 4 soldats maliens, 2 soldats burkinabés et 1 soldat français ont été tués par des mines artisanales. Aussi bien les civils ne sont pas épargnés par ces pièges à hommes. Et au Gabon, à présent, Brice Lacruche Alianga, l'ex-directeur de cabinet du président Ali Bongo, a été interpellé ce mardi dans le cadre d'une opération anticorruption. Ceci intervient alors qu'il a été écarté du gouvernement. C'était lundi après avoir perdu son poste de directeur de cabinet du président. Les détails. Un mois plus tôt, il était encore considéré comme l'homme fort de la politique gabonaise. Directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba depuis 2 ans, il avait vu son rôle augmenter considérablement depuis octobre 2018, quand un accident vasculaire cérébral avait affaibli le chef de l'État. Mais la descente aux enfers a été brusque. Brice Lacruche Alianga a été interpellé ce mardi après avoir perdu son poste de directeur de cabinet du président gabonais, puis écarté du gouvernement, et après avoir vu plusieurs de ses proches arrêtés dans le cadre d'une opération anticorruption. Lundi soir, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre gabonais a souligné l'importance de s'entourer d'hommes et de femmes alliant compétences, expérience, intégrité et loyauté avant de présenter un gouvernement dont Lacruche, comme plusieurs de ses proches, sont désormais absents. L'opération anticorruption lancée à la mi-novembre a conduit à l'arrestation d'autres personnalités proches de Brice Lacruche Alianga. Elle intervient après la disparition en 2 ans de 85 milliards de francs CFA. Plusieurs avocats des personnes interpellées ont dénoncé une vendetta politique, poussant le Premier ministre à affirmer le 25 novembre dernier sur Twitter que l'arrestation en cours n'était ni une chasse aux sorcières, ni un règlement de compte.
Le président namibien qui vient d'être réélu s'est engagé, c'était lundi, à lutter contre la corruption dans ce pays, marqué par une récession et un scandale de corruption qui a provoqué un mécontentement de la population contre le parti au pouvoir. Les précisions. Je vais intensifier le combat contre la corruption à tous les niveaux afin que nous puissions faire cesser ce mal, a dit Ag Gengob dans une allocution radiodiffusée, la première depuis sa réélection dimanche. Son parti, la SWAPO, est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1990. 3 ans de récession, un fort chômage, une sécheresse et des informations de Wikileaks faisant état de corruption dans l'industrie de la pêche, avec 2 anciens ministres impliqués, ont troublé l'élection présidentielle. Gengob, qui va exercer son 2e et dernier mandat, a déclaré que le gouvernement comprenait la colère des Namibiens sur la corruption qui détourne les ressources publiques qui auraient dû servir au développement du pays. La pêche est l'un des secteurs clés de la Namibie. Elle est au 2e rang derrière l'exploitation des minerais. En raison de ces allégations, le bureau politique de la SWAPO a exclu les 2 ex-ministres impliqués de l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'ex-ministre de la Pêche, Bernard Esso, et de l'ex-ministre de la Justice, Sakes Shangala. Les 2 avaient été arrêtés en novembre, accusés de corruption, de blanchiment et d'évasion fiscale à la suite de la publication dans les médias d'information dans une affaire de corruption de 10 millions de dollars. Une audience sur leur possible mise en liberté sous caution est prévue le 20 février prochain. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a annoncé avoir envoyé des troupes dans la localité de Maper, dans le centre du pays, pour empêcher de nouvelles violences communautaires qui auraient déjà fait 79 morts. Le Soudan du Sud a sombré dans une guerre civile en décembre 2013, 2 ans après son indépendance du Soudan. Ce déploiement de soldats népalais intervient après que les autorités locales ont annoncé que jusqu'à 79 personnes ont été tuées et 101 blessées dans une série d'affrontements communautaires et d'attaques de représailles entre les communautés à environ 100 km au nord de Rumbek, a ajouté la mission. Le conflit, marqué par des atrocités et le recours au viol comme arme de guerre, a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit près d'un tiers de la population, à quitter leur foyer. Un accord de paix conclu en septembre 2018 a entraîné une forte baisse des combats. Mais des groupes rebelles non signataires de cet accord combattent toujours le gouvernement dans le sud du pays et, ailleurs, des violences communautaires persistent. L'émissaire de l'ONU au Soudan du Sud, David Shearer, a appelé au calme. Nous exhortons les communautés concernées et leurs dirigeants à mettre fin aux violences et à se rassembler dans la réconciliation et la paix pour le bien de leur peuple, a-t-il déclaré dans le communiqué. La MINUS a précisé avoir échoué à dépêcher ses troupes à Maper en raison de pluies diluviennes et avoir dû recourir à des hélicoptères. Elle prévoit également d'envoyer par les airs de l'équipement lourd, dont des véhicules, pour permettre aux casques bleus de se déplacer plus facilement entre les communautés isolées. Les troupes continueront à patrouiller dans les zones dans les plus prochaines semaines pour fournir une présence protectrice, a-t-elle ajouté. Et au Soudan, à présent, un leader des rebelles du pays a demandé ce lundi un délai de 3 mois pour finaliser un accord de paix avec le gouvernement à Khartoum. Une doléance alors que les pourparlers entre les 2 parties doivent reprendre la semaine prochaine. Le chef adjoint de la branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan, Yasser Arman, a exhorté Washington à retirer le Soudan de sa liste noire des États soutenant le terrorisme. Des pourparlers sont en cours depuis mi-octobre à Djouba, au Soudan du Sud, entre le nouveau gouvernement de Khartoum et les rebelles qui ont combattu les forces du président déchu Omar el-Béchir au Darfour, dans les États du Nil bleu et du Kordofan Sud. Un nouveau cycle de pourparlers doit démarrer mardi prochain et la conclusion d'un accord de paix était espérée pour le 14 décembre. Mais Arman a demandé un délai de 3 mois jusqu'au 8 mars, a-t-il indiqué lundi à des journalistes à Khartoum.
Nous espérons que le cycle du 10 décembre sera le dernier et que la paix sera réalisée, a-t-il ajouté, sans donner de raison spécifique pour le délai demandé. À la suite d'un accord conclu en août entre l'armée et les meneurs de la contestation qui a entraîné la destitution d'Omar el-Béchir en avril, un conseil souverain formé de civils et de militaires est chargé d'assurer la transition vers un régime civil et un nouveau gouvernement a promis de pacifier les régions en conflit. Les conflits ont fait des centaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes au Darfour, au Kordofan Sud et au Nil Bleu. Nous soutenons la paix, nous voulons un projet national et une issue stratégique pour les mouvements rebelles armés, a affirmé Arman. Nous ne voulons pas que notre pays s'effondre. La situation du pays est fragile et nécessite une action commune, a-t-il ajouté. L'USAID s'engage dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'Agence américaine pour le développement accompagne les initiatives des organisations visant cet objectif. C'est le cas du Centre intégré de prise en charge des victimes des violences basées sur le genre de Parakou. Écoutons ces précisions de Pélagie Rondo-Djadé. Elle est assistante au CIPEC GBV à Parakou. Quand une victime IS met un pied au CIPEC VBG, elle bénéficie d'une prise en charge globale et gratuite. Parlant de prise en charge globale, nous avons la prise en charge sanitaire, la prise en charge sociale, la prise en charge psychologique et surtout juridique. Dans un passé récent, la victime IS, quand elle est violentée, elle va au centre social d'abord, au centre de promotion sociale. Après, elle doit aller au commissariat. Après, elle doit aller aux soins et enfin au tribunal. Au niveau des centres intégrés au Bénin, elle n'a plus besoin de faire les tours de ces services. Elle bénéficie de tout sur place et ceci gratuitement. Les gens ont souvent peur. Quand j'irai dénoncer, par exemple, on saura que c'est moi, on saura que c'est ci, c'est ça. Non, nous les protégeons. Et nous les encourageons même davantage à dénoncer ces faits. Pour pallier aussi à ça, nous faisons des sensibilisations dans les communautés. Nous allons vers d'autres communes. Nous leur parlons de l'existence des CIPEC. Après, nous sensibilisons aussi sur les violences faites aux femmes et aux filles. Pourquoi pas aux hommes aussi. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.